La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver dans B2B. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, nous recevons aujourd'hui une entrepreneuse carougeoise et je dirais même atypique, arrivée en Suisse par hasard, par amour devrais-je plutôt dire, et dont le travail a été vu par la plupart d'entre nous sans que l'on sache qu'elle en était l'auteur. Elle et son agence de communication travaillent dans l'ombre des marques comme les SIG, les services industriels genevois, ou les TPG, les transports publics du canton, pour citer ces deux exemples genevois. Lisa Parentier est avec nous aujourd'hui sur le plateau de B2B. Bonjour Lisa Parentier. Bonjour Vincent, bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Dans son introduction, Frédéric évoquait un travail parfois de l'ombre. Il n'y a pas un côté frustrant pour une graphiste de profession ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, peut-être qu'on travaille dans l'ombre, mais en fait, notre travail il est très visible, donc c'est pas vraiment l'ombre. On ne sait pas toujours qui c'est qui a fait, mais c'est loin d'être un travail dans l'ombre. Revenons aux origines de votre métier, graphiste. Vous avez fait plusieurs écoles. La première, c'était à Londres. Et c'est une école qui enseigne deux filières. D'abord les arts appliqués et puis aussi les arts plus spontanés. Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, vous avez choisi les arts appliqués ? Comme beaucoup de choses dans ma vie, c'était un peu par hasard. Dans le sens que j'avais vu une exposition quand j'avais 12 ans qui m'avait extrêmement touchée, et c'était une exposition d'impressionnistes. Alors aujourd'hui, c'est un peu dans la normalité, mais à l'époque, moi j'avais tout un vécu plutôt florentin, italien, et donc j'étais habituée à la Renaissance, j'étais habituée à des musées comme les Offices, que c'est pas rien, mais disons les impressionnistes, j'avais jamais vu. Un énorme bond dans le temps. Exactement. Et puis là, j'ai aussi un côté américain, donc ma grand-mère américaine m'avait amené voir cette exposition à Los Angeles des impressionnistes. Et là, je suis tombée dans cette salle immense, et il n'y avait qu'un tableau, et c'était ce tableau de Matisse qui s'appelle La Danse. Alors, moi, j'étais habituée aux Offices, donc chaque centimètre compte. Il y avait 1 milliard de tableaux dans chaque paroi. Et là, c'était une salle uniquement pour ce tableau. Et le fait que c'était si fort dans les couleurs, dans les traits, dans tout ce qui était le visuel, et ça donnait une émotion incroyable. Et c'est ça qui a déclenché en fait le fait que j'ai dit voilà, c'est ça que je veux faire dans ma vie, et c'est ça qui a démarré toute cette ces recherches de... À 12 ans. Donc, à 12 ans. Donc, à 12 ans, j'étais évidemment au cycle. Donc, quand j'ai terminé le cycle, j'ai terminé le collège. Après, j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai eu une opportunité d'aller à Londres. Et je fais ce que s'appelle un foundation course. Et ce foundation course, en fait, c'est un cours qui vous montre plein de différentes techniques. Et c'est là qu'après, j'ai choisi le graphisme. Et puis c'est ça qui après m'a amené à d'autres études. Donc après, je suis retournée à Florence, j'ai fait une école de ce qu'on appelle graphica pubblicitaria, donc c'est du graphisme publicitaire. Et puis de là, je suis partie aux États-Unis, donc j'ai aussi cette partie de ma famille qui est américaine, et donc j'étais à New York faire mon billet en design. Le graphisme, on travaille pour un client, donc le travail est commandité par quelqu'un, alors que là, vous parliez des impressionnistes où ce n'est que pure création. Pourquoi cette voie vraiment du design plus industriel ? C'est une bonne question, parce que ce que j'avais trouvé comme similitude par rapport à Matisse et ce que moi j'étais habituée, c'était comme si c'était la danse. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce tableau. En fait, ce sont des femmes qui font la ronde. Et puis ça m'avait fait penser aux 3 grâces de Botticelli. Vous savez, dans la Primavera, il y a ces femmes comme ça. Et je me suis dit, là, cet artiste, il a réussi à faire l'essence de ce moment. Et c'est par ce côté synthétique que ça m'a pris le côté graphique, vous voyez. Et donc c'est ça qui m'a amené vers le design graphique et pas vers l'art, la peinture par exemple. On pourrait en parler des heures, on pourrait faire une émission spécialement sur ce sujet-là, mais le plus rapidement possible, pour vous, la frontière entre art et artisanat, elle se situe où encore aujourd'hui ? Parce que
C'est un débat on n'arrive jamais à trouver une fin à ça. Alors, l'art, je pense que c'est quelque chose qu'on fait pour soi et puis après, si on arrive à le vendre, tant mieux. Alors que dans mon monde, il faut qu'on puisse le vendre et que ça puisse aider une autre entreprise à vendre ses services ou ses produits. Il vous arrive sur votre temps libre de faire de l'art de manière purement spontanée, de la sculpture ou de la peinture, du dessin? Je fais pas mal de photos, mais j'ai pas beaucoup de temps libre aussi. Nature, des gens? Un peu de tout, c'est créatif en fait. Et c'est aussi graphique. Je vais vous montrer mon compte Instagram. Le salon Art Genève s'est tenu à Palexpo du 25 au 28 janvier dernier. Vous y étiez? Pas cette fois-ci, mais souvent je vais, oui. Et vous achetez parfois des œuvres? Non. Pourquoi? Pour deux raisons. Une, c'est que j'ai une maison plutôt classique. Alors j'aime bien mélanger les choses, mais... En Genève, c'est trop contemporain. Oui, mais j'aime, mais pas chez moi. Le musée d'art et d'histoire, si je ne me trompe pas, figurait parmi vos premiers clients Oui, de l'agence ouais. à Genève. Est-ce qu'il y a une forme d'expression avec laquelle vous avez le plus d'affinité, pas forcément à faire, mais à regarder? Je sais pas. L'art contemporain, c'est quelque chose qui m'attire énormément parce que c'est entre l'art traditionnel et l'art graphique. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Sauf que c'est dans le monde d'art, et alors que moi, je suis dans un monde commercial. Donc oui, bien sûr, toutes les techniques, toute la réflexion, la conception, tout ça, ça m'attire énormément parce que je vois les similitudes par rapport à mon métier et par rapport à ce que je vois dans... Et à l'art contemporain, c'est ça qui était l'étincelle de ce démarrage comme indépendante à Genève. Il y a un mot que vous avez cité plusieurs fois, les apparentistes, c'est le mot accident, pour parler de la transition du graphisme à la publicité. Alors, racontez-nous cet accident. Oui. En fait, moi, je me considère comme une graphiste. Mais plus j'avance dans ma vie, et plus je me rends compte que les gens me perçoivent comme une publiciste ou publicitaire, je ne sais pas le mot exact. Et en fait, je crois que ce qu'on fait à mon agence, c'est qu'on transforme la communication publicitaire avec une communication graphique qui est liée à la marque, à ce qu'aujourd'hui on appelle le branding. Et je pense que c'est ça un peu qui fait que les gens, du fait qu'aujourd'hui la marque c'est la base pour tout, en fait aujourd'hui les gens, c'est un peu confondu et donc c'est pour ça que je suis publicitaire pour beaucoup. Donc c'est l'étiquette que les gens Oui. vous ont donnée qui a influencé finalement. Mais moi je me sens plutôt une graphiste à la base. Je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir à une marque et tout ce qui va derrière et dessiner, la typographie, tout ce genre de choses qui sont loin de ce qu'est le monde de publicitaire. Mais en fait, après, aujourd'hui, ça s'applique. Avant, c'était vraiment deux domaines très différents. Il y avait des entreprises qui avaient un étage, ils avaient les graphistes, et un autre, ils avaient les publicitaires. Donc, ils ne se parlaient même pas, ils ne se connaissaient même pas. La même société. Alors qu'aujourd'hui, on fait les deux dans le même parce que tout est lié. On met souvent l'idée de base, on l'associe au publicitaire. Ça arrive parfois que ce soit le graphiste qui est la solution? Aujourd'hui, on est dans un monde très digital aussi. Et le graphisme, ça fait du sens parce que tous les symboles, toutes les apps, tout ça, en fait, c'est plus un domaine du graphiste. Donc, je dirais que c'est un peu la revanche des graphistes en ce moment parce que pendant très longtemps, il y avait les publicitaires qui étaient là et les graphistes qui étaient là comme style de travail, mais aussi comme salaire, comme tout. C'était vraiment deux mondes très distincts. Et aujourd'hui, les graphistes, je pense qu'ils ont un peu leur revanche parce que le digital a fait si que les choses doivent être beaucoup plus précises, beaucoup plus dans le détail. Et toute cette pictogramme, ces iconographies, tout ça, c'est plus dans le domaine des graphistes. On se rappelle de Steve Jobs qui avait ouvert justement ce monde du graphisme en présentant le premier iPhone. Mais revenons à vous, Lisa Parenti. Vous avez vécu en Italie, aux États-Unis, en Suisse aussi. Frédéric le disait au début, vous êtes arrivé par amour. Vous ne parliez pas du tout la langue et pourtant, vous allez vous lancer rapidement. Seul dans la création de votre agence. D'où vient cette force et cette faculté d'adaptation chez vous? Je pense que j'ai eu la chance d'avoir vécu déjà avec deux cultures très différentes. Donc, quand j'étais en Italie, j'étais appelée l'américaine, et quand j'étais aux États-Unis, j'étais appelée l'italienne. Donc déjà là, il y avait toujours ce décalage. Vous vous sentiez plus italienne ou américaine? Alors, quand j'étais aux États-Unis, plus italienne, et quand j'étais en Italie, plus américaine, parce que c'était
mon entourage qui faisait que il me mettait ce label et puis j'avais envie de défendre la partie qui était différente. Donc j'ai toujours aimé être différente. Alors que, par exemple, mon frère, il a détesté ça. On a 14 mois de différence. Lui, il a détesté. Il a vécu ça comme je suis victime, je suis jamais dans ma place, etc. Alors que moi, je trouvais ça incroyablement cool parce que les gens, ils m'oubliaient pas. J'étais l'américaine à l'école italienne. J'étais la seule qui savait parler une deuxième langue. L'anglais, c'est un détail, mais une deuxième langue. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Dans n'importe quelle école, même dans un petit village, il y a des différentes cultures, différentes langues. Donc ça, c'était un peu l'étiquette qui m'a plu, que j'ai voulu toujours garder. Par rapport à la question comment je suis arrivée en Suisse, je parlais pas le français. Non, je suis arrivée ici, je parlais pas le français. Donc j'ai suivi mon copain qui après est devenu mon mari. Donc lui, il était moitié italien aussi côté papa et puis côté maman genevoise. Et donc lui, il est venu travailler ici après qu'il a terminé les études. Donc je suis venue le rejoindre, mais j'avais pas de réseau, j'avais pas de permis de travail, rien du tout. Et j'ai commencé aux Nations Unies. Là, on aurait pu être apolide et l'important, c'était de parler une des 3 langues. Donc, je parlais l'anglais, donc ça m'a permis de commencer à m'habituer à Genève. Et puis après, on s'est mariés. Donc, en 20 minutes, j'ai changé d'état civil, de nom de famille, de nationalité. C'était encore l'époque où ça... C'est un choc Mais c'était surprenant. Quand ils m'ont dit, voilà, signez votre passeport avec votre nouveau nom, je ne m'étais même pas habituée à écrire. C'était bizarre, oui. C'était étrange. Parlons de votre engagement avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Vous vous êtes engagée pour la cause des femmes dans le monde professionnel en tant que présidente du Careers Women's Forum basé à Genève, organisation qui a pour mission, on le rappelle, d'encourager le développement professionnel des femmes à travers l'échange d'idées, le réseautage. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cet engagement ? Alors, je suis un peu embêtante, mais je vais revenir à mon enfance. Je viens d'une famille un peu atypique italienne, dans le sens que ma grand-mère était une figure importante dans ma vie et dans la vie de la famille. Donc, elle avait eu 4 enfants, donc 3 garçons et après une fille. Quand la fille elle est née, elle était juste tellement heureuse d'avoir une fille après 3 garçons. Il les a élevés pendant la guerre, toute seule, parce que son mari était à la guerre. Et en fait, cette femme, c'était devenu un peu le centre de la famille toute la vie. Donc moi, j'ai vécu avec cette femme beaucoup, parce que mes parents étaient divorcés. Et elle, c'était ma première figure de femme qui gérait un peu tout. Et que les personnes allaient chez elle pour avoir un avis ou pour n'importe. Donc c'était la personne de référence. Quand je suis arrivée ici, j'avais plus ce soutien, parce que déjà, elle n'était plus là. Après, j'étais loin. Et donc, j'ai cherché ça autrement. Et je suis tombée sur cette association, donc The Career Women's Forum, avec toutes ces femmes qui avaient environ une vingtaine d'années plus que moi. Donc, j'étais la plus jeune. Et eux, ils avaient créé cette association en 82, parce qu'à l'époque, les femmes, elles n'étaient pas acceptées dans des clubs comme le Lions Club ou le Rotary. Et les femmes, elles étaient interdites. Donc, elles avaient créé ce forum pour échanger et pour aussi accepter des femmes qui venaient de milieux différents. Donc, ce n'était pas que genevois, c'était francophone et anglophone. Et toutes ces femmes que j'ai connues là, c'est elles qui m'ont vraiment lancée dans un monde professionnel. Vous trouvez aussi qu'aujourd'hui, que les choses ont beaucoup changé. Récemment, on a vu des grandes sociétés suisses, Logitech, SGS à Genève, avoir une femme qui prend la direction générale de l'entreprise. Vous pensez qu'on est passé dans une nouvelle ère? Il y a vraiment des femmes qui s'imposent à la tête des entreprises, ou il reste beaucoup, beaucoup à faire? J'ai l'impression d'être dans une époque où il y a la revanche des graphistes, la revanche des femmes. Je pense que c'est juste incroyable qu'il n'y a pas eu de femmes avant. Voilà. On est quand même la moitié de la planète. On a 80% du pouvoir d'achat dans n'importe quel secteur, que ce soit l'automobile, que la télévision, tout ce qui est informatique, en plus de tous les autres produits qu'on pourrait imaginer au service. Donc, j'ai envie de dire, mais finalement, c'est l'heure.
Parenti & Co, c'est une douzaine de collaborateurs. L'entreprise a été fondée un petit peu avant l'an 2000. Lisa Parenti, vous étiez communicante 2023, l'an dernier. On a évoqué quelques-uns de vos clients publics. Vous avez aussi travaillé pour un gérant de fortune, Notz Stocki. Et vous nous avez dit tout à l'heure, c'est pas vraiment de la communication, c'est du branding. Mais en quelques mots, quelle est la différence? En quelques mots, je dirais que le branding, c'est tout ce qui est autour de la marque. Donc, c'est le travail qu'on fait pour donner à une marque un positionnement visuel et pour le faire distinguer par rapport à ses concurrents. Donc ça, c'est le branding. Après, une marque ne vit jamais toute seule au milieu comme ça. Donc, après, le branding, c'est tout l'univers graphique qui va avec cette marque. Donc ça, c'est la partie... Donc c'est plus large que la communication, le branding? Le branding, c'est le logo et l'environnement. Donc ça veut dire quand le logo il est appliqué sur une carte de visite, sur une brochure, même une présentation PowerPoint, il y a tout un monde, un univers graphique qui va avec. Donc ça, c'est le branding. Après, on peut le transposer sur un website ou on peut le transposer même dans la décoration des bureaux. Ça, c'est le branding. La communication, c'est autre chose. La communication, ça va être un sujet en particulier de cette entreprise qu'on va mettre en avant et qu'on va communiquer sur des moyens différents. Donc, ça sera sur des affiches ou sur des spots radio ou sur des banners digitaux ou les réseaux sociaux, évidemment. Donc il faut d'abord un bon branding pour ensuite avoir une communication. Alors, si on a un bon branding... C'est dans ce ordre-là qu'il faut faire les choses. Si on a un bon branding, ça aide énormément pour ce qui suit dans la communication. Un bon branding, très bien, mais il faut aussi un bon modèle économique pour produire un branding. Comment ça fonctionne dans votre entreprise pour qu'elle continue d'exister? Il y a des concours, il faut les remporter, mais c'est un puits sans fin. Il faut sans arrêt conquérir de nouveaux clients. Oui. Alors, c'est un process sans fin parce que, les clients sont pas très fidèles. Aujourd'hui, ils sont pas fidèles dans aucun domaine, donc c'est pas que je le prends personnellement. C'est difficile. Ce qui est difficile, en fait, c'est que pour se faire remarquer, je pense que c'est une bonne idée de participer à des concours. Et c'est aussi pour se mesurer. Mm-hmm. Et la première fois que j'avais participé à un concours, je ne pensais pas du tout de gagner. Je voulais juste me mesurer, voir si j'arrivais 3e ou 18e. Quel concours? C'était pour les TPG. Ouais. C'était 1999, donc ça date. Et puis, on a gagné. Mais je ne m'attendais absolument pas, mais je ne savais même pas comment gérer. J'avais juste essayé de voir par rapport à des idées, mais j'ai dû tout me organiser derrière. Je ne savais pas ce que c'était en plan média, mais c'était juste un hasard total d'avoir gagné. Donc c'est pour ça que j'ai des accidents un après l'autre. Et en termes de budget, est-ce qu'au fil des années, ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans ce monde-là, les budgets ont tendance à diminuer? Comment est-ce qu'on maintient l'entreprise en fonction? Bon, oui, nous, on a les mêmes tarifs horaires qu'il y a 20 ans. Donc, c'est juste pour dire. C'est quelle ordre de grandeur? Ça dépend qu'est-ce que sont les tâches. Donc, un graphiste, il est environ à 150 francs l'heure, alors qu'un consultant, un stratégiste, il est autour de 200, 250, ça dépend. Mais, et puis, on a des tarifs aussi à 100 francs l'heure, selon qu'est-ce que c'est si c'est un junior qui travaille. Mais la difficulté, en fait, c'est on participe à ces concours et maintenant, on fait très attention à quel concours on accepte de participer parce que les clients ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Si vous perdez, c'est un investissement qui est énorme, qui est perdu pour vous. Qui est perdu. Bon, ça nous amène beaucoup d'expérience, mais c'est quand même quelque chose où on a investi énormément. Et puis, donc, s'il y a un mandat qui est intéressant, ça vaut la peine. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un peu la mode. Hop, on fait un concours pour 30 000 francs. Mais 30 000 francs, ça n'aide même pas à payer les frais du concours. Vous comprenez? Donc, ça, on ne se rend pas compte de combien de personnes il y a derrière et de combien d'heures de travail qu'il y a derrière pour un concours. Vincent a évoqué tout à l'heure le numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on communique à un moment où on a une surabondance de messages. On a aussi beaucoup de codes à respecter. Il y a des canaux, on ne peut plus faire sans les réseaux sociaux. On a parlé beaucoup de ce qui est devenu X, l'ancien Twitter, où là, le nombre de caractères était lui-même défini. On a donc ce corset. Vous trouvez qu'on a moins de créativité, moins de possibilités de s'exprimer aujourd'hui, même si on a beaucoup de canaux qui sont possibles?
Non, moi, je trouve le contraire. Je trouve qu'on a tous ces outils qui nous permettent de faire des choses que moi, quand j'avais commencé comme graphiste, on faisait encore les maquettes à la main avec la colle, avec le cutter. Ça, c'est l'outil numérique qui donne. Oui, qui mais est dans puissant. les outils numériques, ça a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire à la main. À la main. Donc, ça permet d'avoir un reach, d'avoir Atteindre le public. un public qui est beaucoup plus lointain que juste où on se trouve. Ça permet de mettre à jour continuellement son image. Ça permet de faire vivre une marque et faire vivre un service. On fait des stories, on fait tout ça. Donc ça, ce sont des choses que c'était inimaginable et tellement coûteux avant. Alors qu'aujourd'hui, avec aussi ces smartphones qui sont très performants, on peut faire beaucoup de choses. Donc non, je dirais au contraire, c'est plutôt réjouissant. Et les formats du numérique, si on réfléchit en termes de contraintes, ils sont plus contraignants ou moins qu'une affiche format mondial ou un spot de télévision ou de radio? Bon, c'est très différent, donc je ne sais même pas si on peut comparer. C'est que un moyen comme par exemple un affichage, c'est statique, alors que le digital, par définition, c'est animé, c'est un mouvement. Donc ça permet de dire beaucoup de choses en très peu de temps. Alors les contraintes, c'est que c'est très peu de temps qu'il faut le faire. Il faut dire beaucoup de choses, mais sans que ça soit comme ça. Mais en fait, non, je trouve que ça donne des possibilités majeures. Mais l'affichage, c'est comme un arrêt sur image. Et là, ça donne un autre temps, c'est un autre rythme. Donc je pense que c'est les deux qui se auto-alimentent. Aujourd'hui, la créativité, elle est alimentée, nourrie par l'intelligence artificielle. On peut créer des images toutes faites. Vraiment, n'importe qui peut le faire. Il y a pas mal de solutions qui sont aussi gratuites en ligne. Vous-même, vous utilisez l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un nouveau outil dans notre domaine. Donc, Comment est-ce que vous l'utilisez alors? Justement, on l'utilise pour, des fois, juste pour voir si on est sur une bonne direction. Si on met des mots-clés, qu'est-ce que ça amène? Est-ce que ça correspond à ce que nous, on veut faire? Et donc, on l'utilise comme un outil. Donc, c'est À la fois pour du texte et aussi pour du graphisme? pour du texte, pour du graphisme, ça aide en fait à réfléchir d'une manière. Mais il faut penser qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça se base sur ce qui existe déjà. Donc, la façon de comment on réinvente les choses, ça, c'est par association d'idées. Et ça, on le fait entre humains déjà. Mais de manière technologique avec l'intelligence artificielle, ça pousse encore plus loin parce qu'il va chercher des informations qui vont très loin. Mais des fois, elles sont fausses. Hein. C'est pas une Bible. Justement, des plateformes comme ChatGPT, par exemple, pour citer la plus célèbre, peut utiliser votre travail en ayant le cherché comme source. Est-ce que de votre côté, ça induit une manière différente de travailler, sachant que ce travail-là peut se retrouver dans d'autres fragments de texte? Mais ça, c'est un peu inévitable parce que si ça existe sur le net, ça existe dans l'intelligence artificielle. Donc, après, je pense qu'on va rentrer dans toute une période de droit d'auteur et est-ce qu'on peut utiliser ci et ça. Mais moi, ça m'arrive aussi qu'ils me copient des choses en changeant la couleur, en changeant la typo. Et puis, c'est quand même copié et c'est pas ChatGPT qui prend et puis fait ça par hasard. C'est des gens qui le font d'une manière réfléchie. C'est comme ça, hein, et quand on est copié, j'ai toujours appris que c'était plutôt c'était une bonne chose. Hein. Une reconnaissance du travail qui a été fait. Ouais. Est-ce que vous redoutez, certains s'en inquiètent, que l'IA puisse à un moment vous remplacer ou remplacer une partie du travail que vous faites? Alors, je n'ai pas la boule de cristal. Donc, ce que je dis aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, ils vont rire en regardant, en écoutant. Je pense qu'il y a ce risque. Mais moi, je crois beaucoup dans l'échange humain et j'ai de la peine à penser qu'on sera remplacé par des robots. Il y a quand même, l'être humain a quand même encore une façon de réfléchir qui les machines n'ont pas encore atteint. Mais donc pour l'instant, c'est plutôt un gain d'efficacité. Ça vous fait gagner combien de temps à peu près? Vous avez une idée? Ah non, pas comme ça. Ça fait gagner dans le sens de la réflexion. C'est un outil. C'est comme quand il y a eu l'ordinateur qui est sorti. Moi, je me souviens, quand Mac est sorti, on a dit, ça, c'est la fin des graphistes, on fera tout. Et puis en fait, pas du tout, parce qu'il faut quand même quelqu'un derrière qui sache, pour l'intelligence artificielle, quelles questions poser. Parce que ça aussi, il faut savoir bien vérifier le chat GPT, parce que sinon, il y a n'importe quoi qui sort. Donc, je crois qu'on a encore un peu de temps. Après, la rapidité dans laquelle ça peut changer, ça, c'est la technologie qui sait. Moi,
Dernière question, on a parlé beaucoup de ce qui était numérique, mais vous venez du graphisme de la main, vous avez des notes Oui. écrites à la main. Le papier, vous lui voyez quel avenir Moi, j'adore le papier. C'est une relation presque sensuelle avec le papier, parce que le papier, il dit des choses sans le dire, par rapport à comment à le toucher, à quand on tourne les pages d'un livre. Il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire dans le monde digital. Donc, je dirais que le papier, bien sûr, il y en a beaucoup moins, et quelque part, tant mieux, parce qu'il y avait une époque où tous ces arbres qui venaient, qu'on avait besoin pour reproduire les journaux, typiquement, aujourd'hui, on a les versions digitaux, et même si moi, je continue à lire sur le papier, mais ça, c'est autre chose. Je pense que le papier, oui, il va être utilisé moins, mais il va être utilisé différemment. qui va rester? Oui. Lisa Parenti, pour terminer, on s'est amusé à se balader sur le site internet de votre agence et on a vu que chaque collaboratrice et collaborateur était illustré par un petit pictogramme qui lui correspondait. Vous, c'est un chien. Oui. On sait que vous en avez un, ou plutôt une, qui vient aussi au bureau. Oui, c'est ma collaboratrice. Alors, peut-être que dans notre petit quiz des conseils, un film à nous conseiller pour ceux qui, comme moi, ne les ont pas vus. Hachi, Dog's Tale avec Richard Gere, ou bien Benji, deux histoires de chiens orphelins. Vous avez un de ces deux livres, de films à nous conseiller? Je ne les ai pas vus, donc je ne saurais pas Alors, vous conseiller. un film qui vous a plu avec un chien? Je vais aller très 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 loin, mais quand j'étais petite, j'adorais le film avec Elizabeth Taylor de Lassie. Ah, Lassie, le chien, je ne sais plus comment c'était, mais oui. Mais ça, c'était mon... Mais Ça, on c'est pour parle une de... génération C'était que déjà vieux Vincent pour moi. n'était pas né. Donc voilà, mais moi, j'étais pas née non plus quand c'est sorti, mais j'étais noir et fascinée blanc. par ce... Oui. Pour votre animal, alors c'est plutôt croquette ou petit plat maison? Petit plat maison, Quoi, par exemple? des pâtes. Est-ce que vous avez une idée de combien de chiens il y a en Suisse? Aucune idée. Et est-ce que Chiffre au hasard? Je sais pas, 1 million? Ah, c'était pas mal, non, c'est quand même juste moitié moins, un peu plus de 500 000. Ah, voilà. une idée aussi d'un budget annuel pour un chien, pour en prendre soin, si on prend en compte les assurances, le vétérinaire? Ça dépend ça dépend de la taille du chien, parce que j'ai eu des braques allemands et maintenant j'ai un teckel. Donc les budgets sont très différents. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si le chien, c'est un chien qui tombe malade souvent, s'il est un chien qui est fragile. Alors étonnamment, un braque allemand, il est très fragile par rapport à un teckel. Donc moi, j'allais souvent chez le vétérinaire avec mes braques, j'en ai eu 2. Et en plus, ils se prenaient entre eux, donc il y avait aussi ça qui n'aidait pas. Et puis, ils mangeaient beaucoup plus. Donc imaginez, teckel, c'est petit, c'est 4 kilos, alors que les braques, ils Moins, c'est étaient 38. résilient. Voilà, on Donc vote, là, on vote pour les le teckels. budget change. Et puis, donc, le vétérinaire... Après, il y a des impôts et des choses qui sont pareilles pour n'importe quelle taille de chien. Mais Ça peut aller jusqu'à 4 000 francs selon il paraît, l'association oui. 4. Alors, moi, je pense que je suis loin de ça avec mon teckel. Mais Merci. pas loin quand j'avais les braques. Merci Lisa Parenti Bon, merci à vous, c'était très sympa. d'être venue aujourd'hui nous rendre visite dans B2B. Merci Frédéric. Merci Vincent. Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour faire connaissance avec de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.